Une enfant trop jeune pour parler en son nom, mais les signes avant-coureurs étaient présents bien avant, pas un seul moment. Mais une série d'avertissements ignorés. Un homme du sud du Kentucky est incarcéré pour avoir causé la mort de la fille de sa compagne et fait désormais face à des accusations liées au décès de son propre enfant. Jordan Taylor est accusé d'avoir causé la mort d'Amara Smallwood, âgée de 3 ans, une affaire survenue dans le comté de Whitley, et il fait maintenant face à des accusations similaires dans le décès de son fils de 6 mois, dans le comté de Clay. Corbin, dans le Kentucky, est une petite ville nichée entre des collines d'un vert profond et de vastes champs ouverts à perte de vue. Un endroit où la vie s'écoule à un rythme paisible, porté par un calme naturel, et de étroites routes de campagne mènent à des quartiers tranquilles où de vieilles maisons en bois reposent à l'ombre de grands arbres, et en hiver, la rivière Laurel reflète silencieusement le ciel gris argenté, tandis qu'en été, les rires des enfants résonnent dans les parcs, remplissant l'air d'un sentiment de vitalité. Sur Eatontown School Road, le 13 janvier 2020, dans un hôpital de Corbin, une petite fille est venue au monde. Amura Michelle Smallwood, pesant un peu plus de 7 livres, a poussé son premier cri, le son le plus doux que ses jeunes parents, Jimmy Smallwood et Alexandra Ward, s'aiment jamais entendus. Dans leur modeste maison du comté de Whitley, les premières années d'Amura ont été marquées par des moments simples mais heureux. Allant des rires éclatants sur une balançoire de terrain de jeu, aux ballons d'anniversaire colorés et à la collection de nœuds multicolores que sa mère préparait avec soin chaque matin, la communauté soudée autour de Corbin demeurait paisible, avec ses routes de campagne, ses champs ondoyants et la rivière silencieuse qui s'écoulait lentement. Et dans ce cadre serein, Amura grandissait, telle une lumière bienveillante, innocente, insouciante et entourée d'un amour abondant. Les premières années d'Amura ont été remplies d'attention et d'affection, et pour Jimmy, elle n'était pas seulement sa fille, mais aussi sa plus proche petite compagne. Les photographies prises durant ces jours heureux en disent plus que les mots ne pourraient jamais le faire. Amura, souriante, blottie, en toute sécurité dans les bras solides de son père. Les étreintes serrées au milieu de vastes champs verdoyants où la brise faisait doucement onduler l'herbe, dessinant l'image d'une enfance paisible et chaleureuse lors des sorties familiales en pleine nature. Amura Michelle Smallwood a fait ses tout premiers pas, encore hésitant mais débordant d'enthousiasme. Et lorsque son premier anniversaire est arrivé, la petite pièce s'est illuminée de rires et de regards fiers, tandis que Jimmy et Alexandra se tenaient de chaque côté, observant avec bonheur leur petite fille tendre la main vers son gâteau d'anniversaire. À partir de ce moment-là, Amura semblait être une présence lumineuse, innocente, pure, apportant de la chaleur à tous ceux qui l'entouraient. Son rire clair se diffusant comme une mélodie capable de faire sourire quiconque se trouvait à proximité. Et son sourire doux et limpide suffisait à attendrir même les cœurs les plus endurcis. Alexandra chérissait toujours les moments passés à préparer sa petite princesse, ayant réuni une vaste collection de nœuds, des plus délicats, blancs et bordés de dentelles, aux plus grands, scintillants et recouverts de paillettes éclatantes. Et chaque matin commençait par un rituel simple mais empreint d'affection. Choisir le nœud parfait, en accord avec l'humeur d'Amura pour la journée. De son côté, Jimmy nourrissait l'amour de sa fille pour la nature, l'emmenant souvent pêcher. Bien que, plutôt que d'attendre une prise, la petite Amura soit fascinée par les papillons voltants et les fleurs sauvages le long de la berge, percevant le monde naturel non comme un lieu où attraper des choses, mais comme un tableau vivant à explorer et à contempler avec le sourire, Jimmy emmenait fréquemment Amura au parc et la poussait doucement sur la balançoire. Et à chaque fois, son rire clair résonnait dans l'air, se faisant sourire quiconque l'entendait. De retour à la maison, Amura était accueillie par son petit chien, un compagnon fidèle toujours prêt à participer à chacun de ses jeux et de ses aventures imaginaires. Et elle aimait tout particulièrement organiser de longues parties de thé pour ses petites poupées, qu'elle habillait avec soin de tenues adorables. Mais par-dessus tout, la plus grande joie de la vie d'Amura était sa petite sœur, qu'elle adorait d'une affection sincère, se montrant toujours protectrice et prête à veiller sur elle comme une grande sœur courageuse et attentionnée. Lorsque Amura Michelle Smallwood a eu 3 ans, elle est véritablement devenue une petite princesse. Fascinée par les licornes colorées,
Toujours vêtu de robes roses duveteuses et ne se séparant jamais de son serre-tête licorne scintillant, sur les photos de famille prises dans les parcs d'attractions, Amura était toujours au centre de la joie, son sourire radieux illuminant chaque image, entouré de cousins et de proches qui adoraient cette petite fille vive et enjouée. Avec le temps, la relation entre Jimmy Smallwood et Alexandra Ward a perdu la proximité qu'elle avait autrefois, et ils ont décidé de se séparer. Un changement bien trop important pour une enfant de 3 ans comme Amura Michelle Smallwood, dont le monde jusque-là sécurisant est soudainement devenu instable. Les photographies qui capturaient les rires éclatants et la chaleur d'une famille unie sont devenues des souvenirs. Et la petite princesse, habituée aux sorties en plein air avec son père, aux balançoires du parc et aux rires résonnant dans l'air, s'est retrouvée confrontée à une vie marquée par l'absence, son père ne vivant plus au foyer et sa mère à peine âgée d'une vingtaine d'années, peinant à subvenir aux besoins de sa fille. Dans la petite maison du comté de Whitley, Amura demeurait une lueur lumineuse, mais cette lumière est devenue progressivement plus fragile à mesure que le manque de chaleur familiale commençait à projeter une ombre sur son enfance. En janvier 2023, Alexandra Ward venait tout juste d'avoir 20 ans et portait presque seule la responsabilité d'élever ses 2 jeunes filles. La solitude, combinée à un besoin désespéré de soutien, la rendait vulnérable à des situations qui pouvaient paraître ordinaires. C'est durant cette période que, sur l'application de réseaux sociaux Snapchat, Alexandra a rencontré Jordan Blake Taylor, un homme de 22 ans, originaire d'une ville voisine qui, sur les photos, ressemblait à n'importe quel jeune adulte ordinaire, avec une grande silhouette, des cheveux foncés et une manière de parler douce et soigneusement choisie. Pour une jeune mère épuisée par le poids qu'elle portait, sa présence n'évoquait pas un danger, mais apparaissait plutôt comme une forme de secours, un espoir qu'Alexandra croyait capable de combler le vide dans sa vie. Ce qui aurait dû être une phase lente et prudente de découverte mutuelle s'est rapidement transformé en une relation sentimentale intense. Et en février 2023, seulement quelques semaines après leur rencontre, Alexandra a pris une décision qui allait bouleverser entièrement la vie de sa famille. Elle a autorisé Jordan Blake Taylor à emménager dans la petite maison située sur Eaton Town School Road pour Amura Michelle Smallwood, âgée de 3 ans, et sa petite sœur. L'arrivée d'un étranger dans leur foyer familier fut déconcertante. Amura, qui avait toujours fait preuve de prudence envers les personnes inconnues, devait désormais accepter Jordan comme faisant partie de la famille. Pourtant, enfant douce et obéissante, elle faisait confiance à sa mère. Et si celle-ci disait que l'oncle Jordan allait vivre avec elle, alors pour Amura, c'était simplement une réalité qu'elle devait accepter. Jordan a rapidement perçu la vulnérabilité de cette famille. Alexandra était jeune, peu expérimentée, en quête d'attention, travaillant dur pour subvenir aux besoins de ses 2 petites filles et reconnaissante de toute aide reçue. Et aux yeux de quelqu'un animé de mauvaises intentions, la situation était idéale pour en tirer avantage. Or, Jordan Taylor n'était pas un homme ordinaire. Car derrière sa grande stature et son sourire rassurant se cachait un passé sombre que peu de personnes connaissaient. Le 17 juillet 2020, près de 2 ans et demi avant sa rencontre avec Alexandra, un incident grave s'était produit lorsque son fils, âgé de 6 mois, Javon Kingston Blake Taylor, avait soudainement cessé de respirer alors qu'il se trouvait sous sa garde. Un événement qui avait provoqué un profond choc mais n'avait finalement donné lieu à aucune condamnation. Laissant de nombreuses questions sans réponse, Shaina Begley, la mère du nourrisson, travaillait de nuit lorsqu'elle a reçu un appel téléphonique qui a changé sa vie à jamais. Jordan lui a brièvement déclaré « Ne sois pas bouleversé ». Mais le bébé n'a plus de pouls et se trouve dans l'ambulance. Avant de raccrocher, peu après, Shaina a reçu un autre message disant « Je n'ai pas voulu lui faire du mal », suivi d'une phrase qui l'a figé sur place. « J'ai fait en sorte que le bébé arrête de respirer ». Shaina l'a immédiatement transmis ces messages aux autorités, mais les conclusions officielles du médecin légiste ont été consignées comme indéterminées, ce qui signifiait qu'il n'existait pas suffisamment de preuves pour engager des poursuites. L'affaire a été classée et Jordan Taylor est resté libre, emportant avec lui la réalité glaçante qu'un préjudice causé à un enfant pouvait rester impuni. Mais la disparition de son propre fils n'était qu'un des nombreux tournants sombres de son parcours. Entre 2019 et 2023,
Jordan Taylor a été arrêté à 14 reprises au total, faisant face à une longue liste d'accusations comprenant des comportements nuisibles, des actes graves de violence au sein du foyer, des menaces dangereuses, des vols, des troubles à l'ordre public, alors qu'il se trouvait sous l'influence d'une substance, la possession d'objets dangereux susceptibles de causer un préjudice de manière illégale, ainsi que de multiples faits d'intimidation. Dans les bases de données policières figuraient 14 photographies d'écrou documentant chacune de ces mises en détention. Et chaque image représentait une occasion pour le système judiciaire de reconnaître le danger qu'il représentait. Pourtant, à 14 reprises, la société a continué de lui accorder une nouvelle chance. Et cette répétition de décisions a permis à une personne présentant un schéma constant de comportement gravement préjudiciable de rester en liberté jusqu'à ce qu'une tragédie irréversible survienne. Lorsque Jordan Taylor a emménagé chez Alexandra, il n'a pas dissimulé son passé, au contraire. Il a entamé un jeu psychologique, testant progressivement les limites pour mesurer ce qu'Alexandra était prête à accepter, en commençant par des allusions vagues et des remarques anodines sur les difficultés de la vie, puis en devenant plus explicite lorsqu'il évoquait ses démêlés avec la loi. Alexandra l'écoutait sans remettre en question ses propos, et cette première épreuve fut franchie, car au lieu de la méfiance, c'est la curiosité qui a pris le dessus. À partir des récits fragmentaires de son compagnon, Alexandra elle a commencé à rechercher des informations sur Jordan en ligne, et ce qu'elle a découvert aurait dû déclencher une alarme immédiate chez toute mère. Ce qu'Alexandra a trouvé en ligne aurait dû pousser toute mère lucide à prendre ses enfants et à s'éloigner au plus vite. Mais au lieu de la peur, elle a ressenti une attirance difficile à expliquer. Pour une jeune femme ayant grandi dans une petite ville, le passé troublé de Jordan ne résonnait pas comme un signal d'alerte, mais portait plutôt l'attrait d'une forme de romantisme dangereux, l'image d'un mauvais garçon enveloppé d'un mystère sombre, apportant une intensité dramatique qui manquait à son quotidien. Jordan observait attentivement chacune des réactions d'Alexandra, et lorsqu'il constata qu'elle ne posait aucune question et n'exprimait aucun doute, il est passé à l'étape suivante en lui révélant la partie la plus dévastatrice de son passé, la perte de son fils âgé de 6 mois. Jordan n'a donné aucun détail et n'a admis aucun acte répréhensible, décrivant simplement cet événement comme une tragédie qui lui avait brisé le cœur. Et une fois encore, Alexandra a répondu par la compassion plutôt que par la méfiance, par la compréhension plutôt que par la crainte. Non seulement elle a accepté ce passé, mais elle a commencé à défendre Jordan face à tous les regards sceptiques. Et lorsque des amis et des connaissances l'ont mise en garde en lui disant qu'elle exposait ses enfants à un danger en vivant avec un homme au passé judiciaire chargé, Alexandra a balayé ces avertissements, affirmant qu'il ne le connaissait pas comme elle et qu'il jugeait de l'extérieur à ses yeux. Ces mises en garde n'étaient pas des marques de préoccupation, mais de la jalousie, car pour Alexandra, elle avait enfin trouvé un véritable homme. Même si celui-ci portait un passé assombri, à la mi-février, Jordan avait compris une chose essentielle. Alexandra ne l'arrêterait pas, quoi qu'il fasse, et elle était même disposée à l'aider à dissimuler ce qui se produisait. Fort de cette certitude, Jordan a commencé à agir avec un esprit froid et méthodique. Parmi les 2 petites filles, la plus jeune était trop petite pour susciter les réactions qu'il recherchait, tandis qu'Amura Michelle Smallwood, âgée de 3 ans, se trouvait à un âge où un enfant peut déjà ressentir la peur, la détresse et même la honte, tout en étant bien trop jeune pour se protéger ou trouver les mots pour en parler à un adulte. Cette vulnérabilité, combinée à la confiance innocente propre à l'enfance, faisait d'Amura une cible idéale pour une personne animée de pensées déformées et dangereuses. Au fil du mois de février, l'atmosphère à l'intérieur de la petite maison d'Eaton Town School Road s'est modifiée jour après jour. Et ce qui aurait dû être un lieu sûr pour 2 enfants est progressivement devenu oppressant. Jordan Taylor, porté par un calcul froid et une patience inquiétante, repoussait sans cesse les limites. Et ce qui renforçait sa confiance était l'absence totale de résistance de la part d'Alexandra. Le premier accident impliquant Amura est apparu comme un test, une petite éraflure sur le corps de la fillette
que Jordan a expliqué par une chute du canapé, l'enfant de 3 ans, les yeux grands ouverts, a regardé sa mère avec un mélange de douleur et de confusion, percevant dans son innocence que quelque chose n'allait pas. Mais l'adulte en qui elle avait le plus confiance a cru l'explication de Jordan. Pour Amourat, l'oncle Jordan paraissait trop imposant et intimidant, tandis que la réalité amère était que sa mère avait choisi de lui faire confiance. C'est à ce moment-là que son enfance innocente a commencé à être assombrie par la peur, une descente qui allait mener à une tragédie irréversible. Le 4 février, Alexandra a publié une photo avec sa fille sur les réseaux sociaux. À première vue, on y voyait encore la petite Amourat, avec son sourire familier, mais en regardant de plus près, ce sourire semblait crispé et son regard révélait une tristesse inhabituelle, sans que personne ne sache alors que cette image deviendrait l'une des dernières photographies officielles d'elle. Par la suite, les photos ont presque cessé, car son apparence devenait de plus en plus difficile à expliquer, tandis que les accidents se multipliaient, organisés avec un calcul froid. Amourat aurait, selon les versions, chuté dans les escaliers, heurté une porte ou percuté des meubles de la maison, chaque explication paraissant peu crédible alors que les atteintes à son petit corps devenaient de plus en plus graves. Sa frêle silhouette s'est peu à peu transformée en un témoignage bouleversant de souffrance profonde, marqué par des traces suspectes, des marques à différents stades de guérison, de petites éraflures encore ouvertes, des traces superposées, racontant toutes la même histoire. Elle endurait un schéma de mauvais traitement continu à l'intérieur même du foyer censé la protéger. Le 14 février, jour de la Saint-Valentin, le petit visage d'Amourat présentait de nombreux signes visibles de détresse, avec des marques suspectes qui se chevauchaient, des zones assombries et des ombres sous des yeux autrefois si pleins d'innocence. Une photo prise ce jour-là est ensuite devenue une pièce essentielle du dossier, montrant une fillette de 3 ans au visage couvert de signes de souffrance, tentant pourtant encore de sourire à l'objectif, un sourire forcé dissimulant une douleur qu'elle ne pouvait exprimer. Cette image est restée gravée dans la mémoire des enquêteurs pendant des années et rappel troublant d'un moment où une enfant essayait de sourire alors que son monde s'effondrait. Avec le temps, Amourat a cessé de demander pourquoi l'oncle Jordan lui causait de si profondes souffrances. Et elle a cessé de pleurer lorsqu'elle a été traitée brutalement, car son petit corps avait appris une leçon cruelle, résister ne faisait qu'aggraver la détresse. À seulement 3 ans, son esprit fragile était écrasé sous le poids d'un traumatisme qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir à subir. Pendant ce temps, les messages que Jordan envoyait à Alexandra devenaient de plus en plus audacieux et glaçants, notamment l'un d'eux dans lequel il écrivait « Je fais du mal à Amourat chaque fois que je le peux ». Ces messages ne révélaient pas seulement la dure réalité de ce qu'Amourat endurait, mais montraient aussi que Alexandra savait clairement ce qui se passait et n'avait pourtant pris aucune mesure pour protéger sa fille. Un autre message de Jordan disait « J'ai fait du mal à Amourat », suivi de descriptions détaillées de ses actes. Toutefois, ce qui a véritablement troublé les enquêteurs fut la réponse d'Alexandra, qui ne manifestait ni indignation ni instinct de défense envers son enfant, mais se concentrait uniquement sur la dissimulation de la situation. Écrivant « Chérie, dis-moi que tu n'as pas laissé de marques visibles. Puis, quand on ira voir la famille, il faut que ces décolorations disparaissent avant mercredi. » La trace numérique racontait la même histoire. L'historique de recherche d'Alexandra était rempli de requêtes telles que comment faire disparaître des marques rapidement, comment couvrir des rougeurs ou médicaments pour réduire un gonflement du visage, chacune constituant une preuve manifeste qu'elle savait exactement ce qui se produisait et que, plutôt que de sauver son enfant, elle avait choisi de le cacher. Le 15 février, Alexandra s'est vue offrir une dernière occasion de se sauver, elle et ses 2 filles, lorsqu'une amie proche, submergée par l'inquiétude, lui a envoyé des messages urgents l'avertissant que Jordan Taylor représentait un réel danger pour Alexandra et surtout pour les enfants. À ce stade, les éléments étaient incontestables, le lourd passé judiciaire de Jordan, la fin suspecte de l'incident antérieur impliquant son fils, son comportement de plus en plus agressif, ainsi que l'expérience directe de cet ami qui avait été témoin de sa brutalité potentielle. Tous les signaux indiquaient
qu'il s'agissait du dernier avertissement, d'une chance pour Alexandra de choisir ses enfants plutôt qu'un homme, et l'ami, presque désespéré, lui a écrit « Pourquoi laisserais-tu quelqu'un qui a été impliqué dans la perte tragique de son propre enfant s'occuper des tiens ?» Une supplication qui n'était pas seulement un avertissement, mais un cri adressé directement au cœur d'une mère. Les captures d'écran de cette conversation sont ensuite devenues une preuve irréfutable d'une ultime tentative pour empêcher une tragédie, et Alexandra a lu chaque mot en comprenant pleinement le sens. Elle disposait de 4 jours précieux pour rassembler ses affaires, prendre ses enfants, quitter la maison d'Eaton Town School Road et placer la sécurité d'Amura et de sa petite sœur au-dessus de tout le reste. Mais Alexandra a fait un autre choix. Au lieu d'agir, elle est restée. Et au lieu d'écouter la raison et son instinct le maternel, elle a continué à défendre Jordan, écartant les supplications de ses amis et affirmant qu'ils ne le connaissaient tout simplement pas comme elle. À ses yeux, il ne s'agissait pas d'une menace, mais de la jalousie de personnes extérieures. Et cette décision a refermé la dernière possibilité de sauver Amura, une chance que, rétrospectivement, tous auraient voulu qu'elle saisisse. Le 17 février, une limite irréversible a été franchie, marquant le moment où Jordan Taylor est passé de mauvais traitements répétés à un acte délibéré visant à provoquer une perte tragique. Cette fois-ci, il ne s'est pas caché. Jordan s'est filmé en train de restreindre la respiration de la petite Amura, âgée de 3 ans. Dans la vidéo, le visage de l'enfant présentait plusieurs signes évidents de détresse, notamment une égratignure sur l'arête du nez, tandis que Jordan utilisait sa grande main pour lui couvrir la bouche et le nez. De faibles sanglots mêlés à des respirations difficiles résonnaient tout au long de l'enregistrement. Un son troublant, impossible à oublier. Il ne s'agissait pas d'un accès de colère soudain, mais d'un acte calculé, exécuté étape par étape, comme si Jordan testait des limites, jusqu'où un petit corps pouvait résister et combien de temps une jeune enfant pouvait lutter sous une force aussi cruelle. Cette vidéo n'était que le début de quelque chose d'encore plus grave, et Jordan l'a envoyée directement à Alexandra comme une ultime épreuve. Pourtant, au lieu de paniquer ou d'appeler la police, sa réaction a laissé beaucoup de personnes incrédules, car Alexandra s'est contentée de répondre qu'il devait être plus prudent et éviter de laisser des preuves. Plus tard dans la journée, les menaces de Jordan se sont intensifiées lorsqu'il a écrit « Je peux te détruire, Alex, tu verras ». Et lorsque Alexandra a montré sa peur et l'a supplié, sa réponse s'est révélée encore plus alarmante. « Je transformerai toute la maison en scène ». Malgré tout, Alexandra a choisi un attachement aveugle et a répondu « Je ne veux pas voir, je te veux juste, mon amour ». Le 18 février, un autre élément de preuve déchirant a été enregistré, montrant Amura assise devant un bol de céréales, à peine capable de se nourrir seule. Elle tentait de porter la cuillère à sa bouche, mais sa petite tête vacillait tandis qu'elle peinait à la maintenir droite. Et ses mouvements lents et tremblants montraient que son corps perdait le contrôle. À seulement 3 ans, Amura aurait dû courir, jouer et explorer le monde avec insouciance. Au lieu de cela, les mauvais traitements répétés avaient gravement affecté son système nerveux, affaiblissant visiblement sa capacité à se mouvoir. Cette vidéo est ensuite devenue une preuve lourde de sens, démontrant que Amura a passé ses derniers jours à s'affaiblir physiquement, sous les yeux même de ceux qui étaient censés la protéger. Puis est venu le 19 février 2023, le jour retenu comme celui où les actes nuisibles ont atteint leur paroxysme. Vers 8h30 du matin, Alexandra est partie travailler, laissant ses 2 filles sous la garde de Jordan Taylor. Amura, âgée de seulement 3 ans, n'avait presque plus de force. Son petit corps portait déjà de multiples signes de détresse à différents stades, se dégradant rapidement, avec des décolorations superposées et des zones non totalement rétablies, témoignant d'une longue période de mauvais traitement physique. Les messages échangés ce matin-là ont révélé une vérité froide, celle d'une mère qui privilégiait le travail au lieu de reconnaître l'état critique de son enfant. Jordan a écrit « Je suis sur le point de perdre le contrôle avec elle ». Et dans des messages ultérieurs, Alexandra a demandé « Qu'est-ce que tu vas faire ? Je ne suis pas à la maison ». Ce à quoi Jordan a répondu par une menace troublante «
Je te ferai du mal, ne me questionne pas. Alexandra a tenté de l'appeler à plusieurs reprises, mais le plus déterminant est qu'elle n'a jamais quitté son lieu de travail. Elle n'a pas appelé la police et n'a demandé à personne de vérifier la situation des 2 petites filles. Un bref appel téléphonique a suivi entre eux, dont le contenu exact demeure inconnu. Toutefois, pour Jordan, il semblait constituer une autorisation tacite d'aller jusqu'au bout, l'instant qui a conduit à la perte tragique d'Amura Michelle Smallwood. Jordan Taylor, un homme auparavant lié à la disparition suspecte de son propre enfant, sans jamais avoir été tenu juridiquement responsable, a finalement déchaîné des années d'impulsion déformées, ainsi qu'un comportement de contrôle et de violence sur une fillette de 3 ans totalement incapable de se protéger. Amura Michelle Smallwood, la petite fille qui riait autrefois librement sur une balançoire de parc et chérissait sa petite collection de licornes, est devenue la victime d'actes cruels que personne n'aurait pu imaginer. Alors que l'état d'esprit dévoyé de Jordan, nourri par l'abandon des responsabilités maternelles, a plongé Amura dans des journées remplies de peur et de souffrance, au cours desquelles elle a subi des mauvais traitements répétés, ainsi qu'une détresse émotionnelle et physique délibérée. Jordan se complaisait dans un faux sentiment de contrôle, affirmant un pouvoir dominateur sur une enfant innocente incapable de résister. Et cette impuissance a tragiquement fait d'Amura sa cible finale, environ 2 heures après qu'Alexandra a ignoré ses messages menaçants. Jordan a envoyé un dernier texto « Réponds-moi, mon pote, Amura ne se réveille pas ». Et vers 14h30, il a finalement appelé les services d'urgence. Ce qui a le plus troublé les opérateurs fut sa voix, d'un calme glaçant, lorsqu'il a déclaré « Ma fille est tombée et ne se réveille pas ». Des mots si brefs et dénués d'émotion qu'ils ne reflétaient en rien la gravité de la situation, marquant le début d'un nouveau chapitre profondément inquiétant de l'enquête, au cours duquel la vérité allait peu à peu émerger à travers chaque détail du rapport médico-légal concernant l'état d'Amura Michelle Smallwood. Le corps frêle d'Amura Michelle Smallwood, lorsqu'il a été découvert, est devenu le témoignage le plus clair de ce qu'elle avait enduré, et les spécialistes médico-légaux ont identifié environ 70 signes distincts de préjudice sur sa tête, son visage, son torse et ses membres. Sur son visage figuraient de multiples zones de décoloration à différents stades, certaines plus anciennes et atténuées, d'autres plus récentes avec un gonflement visible, ainsi que de petites marques superficielles sur sa peau délicate et un gonflement notable autour des yeux et du nez. Sa tête présentait des indications d'impact violent, ayant provoqué une détresse interne, et à l'intérieur de son corps, plusieurs organes, notamment le foie, les poumons et l'estomac, montraient des signes graves de traumatisme, confirmant qu'Amura avait été exposé à des forces nuisibles répétées. Ses bras et ses jambes portaient de nombreuses zones de décoloration datant de périodes différentes, établissant clairement qu'il ne s'agissait pas d'un événement isolé, mais du résultat d'un schéma prolongé. Les médecins urgentistes ont ensuite indiqué qu'ils avaient eu des difficultés à trouver une zone appropriée sur ses bras pour poser une perfusion, tant sa peau avait déjà été affectée. Plus troublant encore, l'examen a révélé des éléments suggérant qu'elle avait subi une forme d'atteinte physique, un détail qui a profondément indigné la communauté et laissé une marque durable sur les enquêteurs, le personnel médical et tous ceux qui ont suivi l'affaire. Le corps d'Amura, âgé de seulement 3 ans, constituait la preuve la plus déchirante de toutes, révélant une enfant ayant enduré des atteintes prolongées et sévères. Chaque trace rappelant douloureusement le silence et la négligence des adultes qui auraient dû la protéger. À l'hôpital Baptist Health Corbin, les médecins et les infirmières ont tout donné, mobilisant chaque mesure de réanimation disponible, compression thoracique, assistance respiratoire, administration de médicaments, chaque minute s'écoulant dans une urgence accablante. Mais l'ampleur des atteintes subies par Amura était trop grave. Son cerveau avait subi des dommages critiques, ses organes internes étaient en défaillance, et l'accumulation de détresse sur son petit corps avait anéanti la moindre chance de survie. Finalement, ils ont dû prononcer les mots que personne ne voulait entendre. Amura Michelle Smallwood n'a pas survécu. Elle n'avait que 3 ans, une petite fille qui aimait les licornes, et croyait que les adultes la protégeraient toujours. Pourtant, durant ces derniers jours, elle a enduré des souffrances prolongées et a quitté ce monde seule, abandonnée par la personne même qui aurait dû la protéger. Lorsque Alexandra est arrivée à l'hôpital,
Ce fut l'ultime acte de trahison envers sa fille. Car tandis que le personnel médical restait sous le choc après avoir été incapable de sauver Amura, Alexandra n'a manifesté aucune des douleurs attendues d'une mère perdant son enfant. Au lieu de cela, elle a dirigé sa colère contre ceux qui avaient tout tenté, criant « Et c'est de votre faute, c'est à cause de vous qu'elle est partie !» Des accusations qui ont stupéfié tous les témoins, venant de la même mère qui avait ignoré pendant des semaines les signaux d'alerte. 3 jours plus tard, Alexandra a suscité une indignation encore plus vive en publiant un long message en ligne, écrivant « Gagné, personne ne sait ce qui s'est passé ce jour-là, je n'étais pas là, j'étais au travail. » Puis se défendant ainsi, « Si j'avais jamais pensé que mon enfant n'était pas en sécurité ou était en danger, je ne l'aurais jamais laissé avec lui. » Ces propos constituaient non seulement un déni de responsabilité, mais aussi une tentative de se présenter comme une victime. Au lieu de reconnaître que son indifférence avait ouvert la voie à la tragédie, cette publication a révélé l'état d'esprit réel d'Alexandra. Au lieu de pleurer sa fille de 3 ans, elle a transformé la situation en une justification personnelle, ne montrant aucun signe de deuil maternel, seulement un détachement centré sur elle-même, allant jusqu'à faire de la perte tragique d'Amura un récit de sa propre épreuve. Cela a profondément choqué la communauté, car tandis que d'autres priaient et pleuraient pour Amura, Alexandra continuait d'éviter toute responsabilité, refusant d'admettre que son silence et sa négligence avaient permis au mal de s'imposer. Un homme du comté de Whitley a vu sa caution portée à $1 million après une audience préliminaire aujourd'hui. Jordan Blake Taylor, 22 ans, est incarcéré à la suite du décès par traumatisme contondant d'une fillette de 3 ans qui était sous sa garde. L'affaire a été transmise au grand jury qui se réunira le 20 mars. Les conclusions médico-légales ont en outre confirmé qu'Amura Michelle Smallwood avait subi un traumatisme prolongé et sévère avec des signes clairs de détresse respiratoire et d'atteinte autour du cou, ainsi que des indices d'une atteinte physique. Même ses petites mains et ses pieds portaient des marques défensives, montrant qu'elle avait tenté désespérément de se protéger face à un adulte doté d'une force écrasante. Cet enfant, âgé de seulement 3 ans, a fait tout ce qu'elle pouvait pour se défendre, et si son corps fragile n'a pas pu résister aux atteintes subies, les preuves médico-légales laissées derrière elle ont raconté à la fois l'histoire de sa souffrance inimaginable et celle de son courage. Ne pourrait jamais le faire. Le procès de Jordan Taylor s'est tenu seulement 2 mois après le décès d'Amura Michelle Smallwood et a suscité une vive attention au sein de la communauté des habitants de la région. Nombreux à être animés par la colère et le chagrin, se sont rassemblés dans la salle d'audience pour voir l'homme accusé d'avoir provoqué l'événement tragique impliquant une fillette de 3 ans. Toutefois, la plus grande surprise ne provenait pas de Jordan. Au cours de ce même procès, Alexandra Ward, la mère âgée de 20 ans qui aurait dû être le soutien et la protection d'Amura, a été placée en état d'arrestation par la police. Elle, ainsi que d'autres amis et membres de la famille, dont certains portaient des t-shirts sur lesquels était inscrit « Justice pour la princesse de papa », ont montré un choc et une surprise évidents lorsqu'un adjoint du shérif a fait sortir la jeune femme de 20 ans de la salle d'audience menottée, puis l'a emmenée de l'autre côté de la rue jusqu'au bureau du shérif pour les formalités. Dans le Kentucky, en tant que parent, vous avez une obligation légale affirmative de protéger vos enfants et de les préserver de tout préjudice. En plus d'être un devoir moral, c'est une obligation légale. Et les parents qui ne protègent pas leurs enfants de conséquences comme celle-ci, qui sont tenus responsables du crime comme s'ils l'avaient non commis eux-mêmes. Dans l'État du Kentucky, la loi est sans équivoque. En tant que parent,
On a le devoir légal et moral de protéger ses enfants et de les préserver de tout danger. Et lorsqu'un parent ignore délibérément cette responsabilité en laissant un enfant demeurer dans une situation préjudiciable, il peut être tenu pour responsable au même titre que la personne ayant directement commis les actes répréhensibles. Dans le cas d'Alexandra Ward, les éléments présentés devant le tribunal étaient indéniables. Des mois de messages démontraient qu'elle savait que Jordan Taylor infligeait des mauvais traitements à Amourat, et ses recherches en ligne portant sur la manière de dissimuler des décolorations et de réduire un gonflement du visage confirmaient davantage qu'Alexandra avait choisi de cacher la situation plutôt que de protéger son enfant. Plusieurs témoins ont également affirmé l'avoir avertie à de nombreuses reprises, avertissements qu'elle a tous ignorés. Alexandra n'a peut-être pas porté la main sur sa fille, mais ses choix irresponsables ont indirectement rendu la tragédie possible, laissant l'enfant affronter cette épreuve seul. En octobre 2024, après plusieurs mois de détention, Jordan Taylor a finalement comparu devant la justice, confronté à des preuves accablantes, allant des constatations médico-légales aux messages et à la vidéo qu'il avait envoyée. Il a choisi de plaider coupable. Il a reconnu 3 chefs d'accusation graves: avoir causé une perte tragique, avoir fourni de fausses déclarations et avoir provoqué une restriction nuisible de la respiration. Il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle dans le cadre d'un accord qui l'a soustrait à la peine capitale que l'accusation était prête à requérir, ce qui signifie qu'il passera le reste de sa vie derrière les barreaux, sans perspective de retour dans la société. 6 mois plus tard, en avril 2025, ce fut au tour d'Alexandra Ward de comparaître. Bien que la jeune mère de 20 ans ait initialement été considérée comme témoin aux côtés de Jordan, les preuves produites ont tout changé. Un procès d'1 semaine, comprenant des dizaines de témoignages, des captures d'écran de messages et des éléments d'enquête, a établi qu'Alexandra avait connaissance des mauvais traitements et avait néanmoins choisi de les ignorer. Le jury n'a mis que 50 minutes pour rendre son verdict. La déclarant coupable de complicité dans le fait d'avoir causé une perte tragique et dans la restriction nuisible de la respiration, elle a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité. Toutefois, contrairement à Jordan, elle pourra solliciter une libération conditionnelle après 20 ans. Lorsque la sentence a été prononcée, de nombreuses personnes présentes dans la salle d'audience ont éclaté en sanglots. Car pour la communauté, la justice avait enfin parlé au nom d'Amourat Michelle Smallwood, la fillette de 3 ans qui n'a jamais eu la chance de grandir, mais dont l'histoire restera à jamais un rappel de la responsabilité, de la compassion et du courage que les adultes doivent avoir pour protéger les enfants. Cependant, le parcours délictueux de Jordan Taylor ne s'est pas arrêté là. En août 2023, un grand jury du comté de Clay l'a officiellement inculpé en lien avec la disparition de son fils âgé de 6 mois, Javon Kingston Blake Taylor, survenu en 2020. À l'époque, la cause du décès de Javon avait été classée comme indéterminée, l'examen médico-légal n'ayant pas permis de conclure avec certitude. Toutefois, après la perte tragique d'Amourat dans des circonstances similaires, les enquêteurs ont identifié un schéma récurrent et ont été amenés à rouvrir le dossier. Jordan fait désormais face à un second procès prévu pour septembre 2026, les procureurs envisageant de requérir la peine maximale prévue par la loi à l'encontre d'une personne accusée d'avoir, à plusieurs reprises, causé des tragédies touchant des vies innocentes. L'affaire suit son cours dans le processus judiciaire. La famille a besoin d'aide pour les frais funéraires. Des amis se mobilisent avec une balade caritative prévue à 4h, vendredi au Walmart de Corbin. De là, nous suivrons jusqu'au lieu de sépulture. Nous procéderons à un lâcher de ballon. Même si la justice a été rendue, la douleur laissée par Amourat demeure. Dans la ville de Corbin, la communauté continue de se rassembler le jour de son anniversaire, apportant des ballons en forme de licorne, symbole de la joie simple qu'Amourat aimait tant, et les libérant dans le ciel pâle du Kentucky. Ces ballons colorés s'élèvent lentement, emportant avec eux l'amour, le chagrin et la promesse que la mémoire d'Amourat Michelle Smallwood ne sera jamais oubliée. Des fleurs fraîches ne manquent jamais sur son lieu de repos, et son nom est encore prononcé avec tendresse. Rappelle que sa lumière était bien trop vive pour être éteinte par l'obscurité. Son histoire ne parle pas seulement de douleur, mais constitue aussi un appel à chacun d'entre nous.
Être attentif, avoir le courage de parler et protéger les enfants avant qu'il ne soit trop tard. L'histoire d'Amura Michelle Smallwood est une blessure profonde pour la communauté du Kentucky, celle d'une fillette de 3 ans qui aimait les licornes et les nœuds colorés, mais qui a quitté ce monde dans une perte inimaginable, une perte qui a révélé non seulement la cruauté d'un adulte malveillant, mais aussi la négligence d'une mère et les failles d'un système qui aurait dû intervenir plus tôt. Il ne s'agit pas seulement d'une affaire douloureuse, mais d'un véritable documentaire criminel nous rappelant que les signaux d'alerte existent toujours et que, lorsque les adultes se taisent ou qu'une communauté détourne le regard, ce silence peut coûter la vie à un enfant. Amura mérite d'être rappelé non seulement comme une victime, mais comme un rappel puissant que, si la lumière d'un enfant peut être obscurcie, le message de son histoire doit devenir un guide pour empêcher que de telles tragédies ne se reproduisent. Cette vidéo a été créée dans un but éducatif et de sensibilisation communautaire à la justice et à la protection de l'enfance, sans aucune intention d'utiliser des éléments sensationnalistes ou choquants. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout l'histoire d'Amura Michelle Smallwood, la fillette de 3 ans au sourire lumineux qui nous a laissé une leçon profonde sur l'amour, la perte et la responsabilité des adultes de protéger les enfants les plus vulnérables. Votre attention, votre compassion et votre empathie sont ce qui garantit que des victimes comme Amura Michelle Smallwood ne soient jamais oubliées et que de telles tragédies ne se reproduisent plus. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour nous rejoindre dans nos prochains épisodes de documentaires criminels, où chaque histoire est une voix pour la justice des enfants, pour leur protection et pour un monde où chaque enfant est en sécurité, aimé et entendu.